Et le chef de l'État congolais allait peut-être partir du côté de Moscou, et donc on ne le fait pas. Donc le fait que ça a été fait, ça prouve que la justice française est libre. Mais déjà le fait pour la justice française d'ouvrir une enquête judiciaire contre les chefs d'État en exercice, et là encore je le répète, c'est une violation d'une règle sacro-sainte en fait qui existe en droit international, que tous les États doivent respecter. Ah oui, mais là, ce principe. Là nous sommes en train de parler de Madame Antoinette Denis. Mais on est là pour ça. Pourquoi vous voulez que... Le vrai problème part d'abord. Il faut qu'on parle d'abord. Il faut conclure. Vous savez très bien. Mais il ne faut pas noyer le poisson, cher. Du haut de votre expérience en tant qu'avocat pénaliste, vous savez très bien quand vous avez un dossier pénal, la première des choses que vous faites, c'est de regarder la procédure. Bonsoir à tous. Fin février, la justice française a émis un mandat d'amener à l'encontre d'Antoinette Sassou Nguesso, la première dame congolaise, dans le dossier des biens mal acquis. Ce rebondissement a poussé l'épouse du président congolais à quitter en urgence l'Hexagone le 4 mars. Comment comprendre cette situation assez inédite? Comment les Congolais perçoivent un peu tout ça? Quelles sont les conséquences au niveau diplomatique entre Brazzaville et Paris? Pour en parler, je reçois Maître Brizamba. Bonsoir, Maître. Bonsoir, M. Avocat au barreau de Paris, le docteur Ben Luther, enseignant à l'université Paris-Nord. Bonsoir. Bonsoir, Carlyle. Et Antoine Congo, notre chroniqueur. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Une première dame qui reçoit un mandat d'amener, monsieur, tout de table. Une réaction? Oui, bon, moi je pense que c'est quelque chose de tout à fait banal, hein, je peux dire. Bon, c'est pas peut-être banal dans le sens où ça n'arrive pas tous les jours, mais dans un état de droit qui veut vraiment fonctionner selon les règles qu'il organise, il peut arriver qu'on décerne un mandat d'amener à une personne. Il s'agit de quoi, pour ceux qui ne savent pas un peu trop? Alors, le mandat d'amener, c'est un acte par lequel le juge d'instruction demande aux agents de police de pouvoir amener vers lui une personne sur laquelle on estime qu'il y a des indices graves concordants qu'elle ait pu commettre une infraction ou a pu être complice d'une infraction. Donc le but, c'est de ramener la personne auprès du juge d'instruction pour que le juge d'instruction puisse l'écouter en tant que témoin assisté ou pour le mettre éventuellement en examen. Voilà. Donc c'est ça le but du mandat d'amener. Donc ça peut arriver à toute personne sur le principe. Donc Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso était en France. Donc le juge d'instruction a estimé qu'il y avait des indices graves et concordants pouvant laisser penser qu'elle a participé à une infraction. Et donc il désirait l'écouter. Donc il a demandé à la police de ramener Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso vers lui. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'ait pas pu déférer à ces mandats d'amener. C'est ça qui m'étonne. Parce que quand on n'a rien à se reprocher, elle aurait pu venir, puisque la loi, le code de procédure pénale prévoit qu'elle pouvait être entendue seulement comme témoin assisté. C'est possible. C'est-à-dire qu'on lui pose juste des questions, et puis après, elle est libre, elle rentre. Donc je ne comprends pas pourquoi elle a préféré rentrer par précipitation au Congo. C'est quand même extraordinaire. En tout cas, selon le coffret d'Afrique Intelligence, effectivement, elle a quitté Paris de manière un peu précipitée, ce qui a suscité un peu, voilà, je pense, des interprétations de diverses manières. Ben Luther. Carlyle, je pense que là, nous faisons face à une situation juridique inédite. Et pour ceux qui nous suivent, je pense qu'il faut d'abord poser le cadre juridique de la situation avant de pouvoir peut-être entrer dans d'autres considérations, notamment politiques ou diplomatiques. D'abord, d'un point de vue du droit international qui régit les rapports entre les États, il est prévu un principe sacro-saint, un principe fondamental, qui est celui de l'immunité du chef d'État en exercice. D'accord? Ce principe qui découle donc de l'égale souveraineté entre États signifie qu'un chef d'État en exercice ne peut faire l'objet de poursuites ni de procédures judiciaires devant une juridiction étrangère. Ok? Ce principe d'immunité est entériné par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, notamment les articles 29 à 36, qui étendent ce principe d'immunité aux membres de la famille d'un chef d'État
en exercice, notamment ceux qui composent son ménage, c'est-à-dire sa femme et les enfants qui sont sous sa couverture, donc ils sont dans son ménage, d'accord? Et cette règle d'immunité fait partie, je parle sous le contrôle de maître, de ce que nous appelons en droit international coutumier, de la norme du jus cogens, c'est-à-dire des normes dont tous les États ont une obligation d'application. C'est-à-dire aucun État ne peut déroger à ces normes parce que ça fait partie du droit international coutumier et donc par conséquent, ça fait partie de l'ordre public international. Ok? Donc ça, c'est en ce qui concerne les immunités, d'un point de vue du droit international. Parlons du droit interne, donc notamment le droit français, puisque c'est ce dont il est question. Ouais. L'article 55 même de la Constitution française dit que des conventions régulièrement ratifiées ont dès leur entrée en vigueur une autorité supérieure à celle des lois. Cela signifie que les traités internationaux, les conventions internationales, le droit international coutumier est supérieur à la loi française. La jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation reconnaît cette supériorité. Ok? Alors, puisque ici, dans le cas d'espèce, on nous dit que voilà, il y a eu des biens qui auraient été mal acquis. Et ça fait date, Ben Luther, c'est pas d'aujourd'hui, justement. Je continue, ouais, je termine. en tout cas, je vous laisse pour la parole. Dans le cas d'espèce, on nous dit qu'il y a des biens qui auraient été mal acquis. Une procédure judiciaire est donc engagée contre des chefs d'État en exercice, ok, et un mandat d'amener a été lancé contre la femme du président de la République du Congo. Mais sachant qu'elle a fait déjà l'objet d'une perquisition en 2015. Ok, très bien. Pour rappeler aussi le contexte. Alors, au regard de l'arsenal juridique que je viens d'exposer, ok, dites-moi, parce que ici on nous dit que ces biens appartiennent au chef d'État en exercice et à la femme du chef d'État qui bénéficie donc des immunités de juridiction, maître, j'arrive, qui bénéficie des immunités de juridiction et d'exécution. Parce que les biens appartenant à un chef d'État en exercice et à sa femme sont protégés par l'immunité d'exécution. Mais le mandat d'amener, comme on a dit Ben Luther, c'est juste pour qu'elle puisse s'expliquer. Donc, mais en fait, cette procédure ne devrait pas exister si l'on applique la règle de droit telle qu'elle existe d'un point de vue du droit international. Je pense qu'à la conscience de ces droits-là, pourquoi elle est interne. Parce que c'est une violation, là on est face à une violation flagrante. Mais elle aurait pu rester sur le territoire et se défendre avec... Mais elle peut pas parce qu'on nous dit que la France, dit-on, c'est un État de droit. Un État de droit, c'est quoi? La première caractéristique d'un État de droit, c'est la soumission. Est-ce qu'on peut lui apporter la contradiction? Parce que ça fait longtemps qu'il fait sa démonstration. Il fallait ça fait longtemps. De la logique, parce que c'est une question juridique. Oui, mais vous avez pris le soin de poser le cadre juridique comme vous l'avez dit. Vous avez parlé de l'État de droit. Je vous donne la parole. Oui, voilà. En fait, c'est qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'au niveau des immunités diplomatiques, il y a un grand travail qui a été fait par la doctrine, suivi par la jurisprudence aussi internationale, pour expliquer que les immunités diplomatiques vont de pair avec les immunités fonctionnelles. Parce que qu'est-ce qui est immunisé quand on parle d'immunité diplomatique? C'est la fonction qui est immunisée. C'est-à-dire que la fonction qui incarne la souveraineté dans l'exercice et le fait d'être dépositaire de la souveraineté et de l'indépendance d'un pays, c'est ça qui est protégé par les immunités. Parce qu'on estime que quand le corps diplomatique qui est dans un pays, pour qu'il puisse, puisque ces corps diplomatiques exercent la souveraineté de l'État pour lequel ils sont là, il faut qu'on les protège donc de tout ce qui est procédure juridictionnelle ou procédure ou des voies d'exécution. Donc ce qu'on appelle immunité juridictionnelle, pénale et d'exécution. Donc ça, c'est par rapport à leur fonction. Et donc, la fonction du chef d'État, puisque le chef d'État incarne la souveraineté de son pays et l'indépendance de son pays. Par conséquent, il a une immunité de juridiction. Vous voyez? Donc, pour aller plus loin, si vous regardez la décision
qui a été rendu par la Cour internationale de justice le 14 février 2002 dans l'affaire qui opposait le Congo, donc la RDC, à l'État belge, la Cour internationale de justice a bien précisé que les personnes qui sont dépositaires de la protection de l'immunité juridictionnelle au sein d'un État, il y a le chef de l'État, il y a le Premier ministre et il y a le ministre des Affaires étrangères. Ce sont des personnes que la doctrine et la jurisprudence internationale reconnaissent comme pouvant bénéficier de ces immunités-là, en dehors du corps diplomatique qui se trouve dans un pays. Alors, et cela se joue quand le chef d'État est en déplacement, on ne peut pas l'interpeller pour répondre pour des faits quelconques liés à que ce soit sur le plan pénal ou civil. Voilà. Donc, quand il se déplace avec son épouse aussi, puisqu'il est en mission, son épouse ne peut pas être interpellée aussi pour ses besoins. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ça. Ouais. Donc, il faut rester dans les cas en espèces, parce que les textes, il faut les appliquer au cas concret. Il ne suffit pas de les avoir en théorie. Hein, vous voyez. Donc, maintenant, dans les cas qui nous intéressent, vous avez... C'est intéressant parce qu'elle était en déplacement privé. Privé, absolument. C'est-à-dire que là, Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso est en déplacement privé pour des raisons médicales, c'est son droit en France, et donc elle est citée dans une affaire pénale dans laquelle on estime qu'il y a des indices graves et concordants qui pèsent sur elle, qu'elle ait pu être auteur ou complice d'une infraction. En fait, la justice française est en droit de lui décerner mandat d'amener pour qu'elle vienne s'expliquer. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'est pas en tant que... par elle-même, elle n'est pas dépositaire d'une immunité, par elle-même. Puisque elle, son immunité est une extension de l'immunité de son mari qui est chef d'État, quand son mari est en mission. Voilà, parce que dans les immunités de fonction, il y a aussi les immunités de mission, parce que la fonction va de pair avec la mission. Vous allez voir qu'il y a parfois des agents de l'État qui viennent en déplacement avec un passeport diplomatique, avec un ordre de mission, qui peuvent aussi être immunisés. Voilà, donc il y a les immunités vont de pair, je me répète pour récapituler, avec les fonctions qui vont de pair avec les missions. Donc quand on vient en France avec un passeport diplomatique, on est agent de l'État, avec un ordre de mission, donc on revêt donc cette immunité-là, on est protégé. Alors dans le cas qui nous concerne, Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso, qui était en France pour des raisons personnelles, n'est pas concernée par les immunités. Donc les magistrats français qui savent bien le droit, puisqu'ils sont dans un état de droit, ont eu raison de lui décerner mandat d'amener. Et je précise, parce qu'elle s'est soustraite. Quand vous voyez l'article... d'Afrique Intelligence, justement. Voilà, l'article 231 du Code pénal. Là, c'est précis. C'est précis. C'est-à-dire quand une personne s'est soustraite, fouille à la suite d'un mandat d'amener ou réside dans un pays étranger, on peut lui décerner mandat d'arrêt. Donc voilà, donc ça c'est le risque. Enfin, ils ne sont pas encore à ce stade aujourd'hui. Merci. Rapidement la réponse de très rapidement pour la parole à Antoine. À ce que dit Maître, en fait, c'est très bien l'exposé que vous avez effectué sur les immunités diplomatiques. Mais vous oubliez qu'à côté des immunités diplomatiques, il y a des immunités qui ne sont pas prévues par des règles qui relèvent du droit international coutumier, à ne pas confondre avec le droit international conventionnel. Ce que vous avez relaté, c'est totalement des immunités diplomatiques qui relèvent du droit international conventionnel. D'accord? Là, allons même dans le fond du problème dès l'origine. On regarde que là, il y a une procédure qui est lancée, d'abord contre les chefs d'État en exercice. C'est ça. C'est-à-dire que dès le départ, la procédure qui vise les chefs d'État en exercice est biaisée parce que cette procédure viole le droit international coutumier. Oui, mais là, il s'agit de... Non, il faut pas... sur le principe. Il ne faut pas qu'on se perde, parce que ceux qui nous regardent ont besoin de savoir, Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso, pourquoi on lui a décerné un mandat d'amener. Parce qu'à la rue Niel, dans le 17e arrondissement, Paris, oui, il y a un appartement fastueux qui est en son nom. Voilà, en son nom. Alors la question se pose, comment elle, qui n'est pas, dont on ne connaît pas la profession, comment elle a pu acquérir ces biens? Donc les juges français ont le droit de l'interpeller pour savoir comment elle a fait pour en devenir propriétaire. Donc, dans un état de droit, quand on est habitué aux démarches juridiques, dans un état de droit, on défère, on s'explique. Alors la question, pourquoi elle n'a pas déféré? Pour s'expliquer, puisqu'elle est innocente. Elle aurait pu y aller et s'expliquer. Mais lorsque Ben était fait référence au droit coutumier, donc je pense
à une sorte de courtoisie diplomatique, ça ne passe pas. Oui, oui, mais je peux même aller plus loin. Vous voyez, le fils du président Obiang. Théodérin, il a été élevé en tant que vice-président. Ouais. Et il n'en demeure pas moins qu'il a été jugé en France. Ouais. Et on a considéré qu'il devait... En fait, ses défenseurs ont mis en avant les immunités. Mais la justice française a considéré qu'il était justiciable. Voilà, donc c'est pour dire que il y a les textes et puis il y a les applications des textes tels que déjà les auteurs interprètent les textes internationaux et puis comment les juridictions les appliquent. Et les dépositaires considérés comme étant les dépositaires des immunités par rapport à leurs fonctions, c'est clair, pour la Cour internationale de justice, vous avez le chef de l'État, vous avez le Premier ministre, vous avez le ministre des Affaires étrangères. Voyez. Maintenant, les autres agents de l'État, quand ils bénéficient d'un passeport diplomatique avec un ordre de mission, peuvent prétendre à cette protection-là. Mais là, en l'espèce, Madame Antoinette Sassou, je me répète, n'était pas en voyage de mission avec son époux sur le territoire français. Donc, voilà. On va aller maintenant sur le volet diplomatique, Antoine. Est-ce que c'est pas aussi est-ce qu'il n'y a pas un risque de crispation entre Brazza et Paris à travers cette affaire qui n'a pas été vraiment relayée dans la presse française, ce sujet-là, sachant que le président Sassou est attendu à Paris le 26 mars prochain en visite officielle qui devait prendre même le grade de visite d'État. On continue de se poser encore la question à l'Élysée. Mais bon. Moi, je pense simplement que c'est un gros problème au niveau de la diplomatie, dans la mesure où on a une première dame qui est demandée devant des juridictions d'un pays qui n'est pas le sien. Et à partir de ce moment-là, pour moi, je considère que c'est un moyen de pression du pays dans lequel elle est contre son pays d'origine, ce qui est totalement incongru et totalement anormal. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que la France agit de telle sorte, de la sorte que c'est toujours contre des pays où elle a des intérêts, que ce soit diplomatiques, économique ou géopolitique. On peut prendre actuellement le Tchad, avec qui elle a eu quelques problèmes l'an dernier, où le président tchadien, il a été mis en cause dans des espèces de malversations. C'est un peu le même cas. C'est l'affaire de. Oui, mais c'est toujours le même modus operandi d'une certaine manière. Il y a une intention derrière la justice française. Bien sûr, il y en a. Déjà, pour moi, la justice française, elle n'est pas autonome autonome, indépendante. Elle n'est pas autonome. Déjà, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes en eux-mêmes qui le disent. L'autorité judiciaire française, c'est une autorité et c'est pas un pouvoir judiciaire. La justice française n'est pas indépendante. La justice française n'est pas indépendante entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. De sorte est que... Vous pensez que c'est une commande de l'Élysée Je ne dis pas forcément que c'est une commande de l'Élysée, mais pour moi c'est déjà un moyen de pression contre un autre État. Oui, mais bon. Et donc, c'est pas moi qui le dis, l'actuel Premier ministre français, François Bayrou, il avait dit en 2012, je cite, il souhaitait que le pouvoir judiciaire soit totalement déconnecté de l'exécutif, de sorte à ce que même le ministre de la Justice soit pas un ministre de gouvernement, mais un ministre de la nation. Le Premier ministre français en 2015, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre français. Oui, mais bon. J'irai à ce que... Expliquez-nous cette affaire, parce que... Je ne suis pas en train de remettre en cause l'indépendance de la justice, mais peut-être que là, il faut peut-être opérer une dichotomie entre ce qu'on appelle les juges du parquet, donc procureurs de la République, le ministère public, qui sont sous l'autorité du ministère de la Justice. Puisque c'est eux qui déclenchent les enquêtes. Et les juges du siège, là en l'occurrence, c'est un mandat d'amener, donc c'est un juge de siège qui l'a délivré. Mais avant, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Ces enquêtes sont déclenchées par un procureur de la République, donc sous l'autorité du ministère de la Justice. Donc on peut comprendre qu'il s'agit là. Il peut y avoir derrière ce dossier, parce que ça fait quand même très longtemps, 18 ans, que ça existe. Jusqu'ici, on n'a jamais trouvé, notamment en ce qui concerne le président de la République du Congo, le président de la République du Congo, on n'a jamais pu démontrer de la façon la plus exacte qu'il y aurait eu des biens mal acquis.
Et donc, c'est Oui, C'est ça. bon, la Ça fait justice. 18 ans. Ça fait quand même 18 ans que ça Je pense existe. que le Donc, problème, c'est qu'à force d'avoir trop vécu en Afrique, on a du mal à imaginer. Non, mais là, on est sérieux. C'est sérieux ce qu'on est en train de dire là. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. La justice française n'est pas parfaite. N'est pas parfaite. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour dynamiser encore son autonomie, c'est sûr. Mais pour être moi-même professionnel auxiliaire de justice, je peux témoigner que la justice française est libre. Voilà, c'est-à-dire que les magistrats ne vont pas prendre leurs ordres parce qu'au Congo, par exemple, il y a un collectif de la société civile qui a déposé plainte avec conscience du parti civil contre X sur la disparition des 14 000 milliards de générations futures. La plainte jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de suite. Voilà, ça se passe au Congo. Parce qu'au Congo, on est habitué que la justice soit aux ordres. On pense que partout, je me permets de partout vous ça peut être pareil. Je termine, vous allez voilà. C'est-à-dire qu'en France, la réalité de l'affaire des biens mal acquis, c'est que c'est une association qui est à l'origine. C'est une association. C'est Transparency International, Sherpa. Ils ont fait un travail de recherche, Ils ont eu des indices de détournement de fonds, de blanchiment de détournement de fonds. Ils ont soumis ça au procureur. Et le procureur, par rapport à ces éléments-là, a dit qu'il y avait matière à ouvrir une enquête. C'est son travail. Voilà. Donc, ils n'ont pas besoin, le procureur, Dieu merci en France, n'a pas besoin de passer un coup de fil pour savoir auprès du ministre de la Justice pour savoir est-ce que je poursuis ou pas. On n'est pas dans une république bananière en France, Dieu merci. Voilà, donc c'est raison pour laquelle je pense que dans l'affaire des biens mal acquis, il y a Wilfried Nguesso, qui est un proche, je ne sais pas, un neveu du président Denis Sassou Nguesso, qui a été mis en examen. Il y a Edgar Nguesso qui a été mis en examen. Voilà. Et donc, ce n'est pas pour autant qu'ils sont coupables. Ça, c'est par la suite. S'ils sont convoqués devant un tribunal, si le tribunal décide qu'ils sont coupables, oui, puisqu'ils sont présumés encore innocents. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Mme Antoinette Denis Sassou Nguesso, quand on la convoque, elle aurait pu venir s'expliquer, puisque la loi prévoit qu'elle peut être entendue en tant que témoin assisté. Elle aurait pu, accompagnée de ses avocats, s'expliquer, et puis, en ce moment-là, la juge d'instruction allait décider s'il y a effectivement des indices graves et concordants pour la mettre en examen ou non, ou la laisser partir. Donc c'est ça, c'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Donc si elle part et décide de partir, c'est qu'elle pense qu'elle ne se sent pas en paix avec elle. C'est aussi un coup de gueule peut-être pour montrer qu'elle n'est pas d'accord avec les agissements. Ah non, mais parce qu'elle, au Congo, elle ne peut pas s'imaginer être convoquée par la justice. Et elle pense qu'en France aussi, elle ne devrait pas. C'est pour cela d'ailleurs même qu'on parle parfois d'une certaine pression. C'est vrai que, maître, je ne suis pas en train de remettre en cause l'indépendance de la justice. Pourquoi faire un mandat d'amener, sachant qu'il y a une visite d'État qui se prépare fin mars à Paris? Quelle serait Pour faire pression, on parle de pression. Pour faire pression sur l'État congolais, comme d'habitude. Mais par rapport à quoi? Depuis 18 ans. Par rapport à la politique, c'est vous-même vous le dites, c'est d'abord un volet politique, non, c'est d'abord un volet juridique, mais également entremêlé à la politique. Qu'est-ce que Paris cherche à vouloir Actuellement, il faut regarder l'état de la France, notamment en Afrique. Ils ont perdu les États du Sahel, ils ont perdu les bases militaires. Oui, dans quel intérêt? C'est contradictoire, c'est que vous dites. On n'est pas politique. Ils ont perdu les bases militaires au Tchad, il y a eu des en Côte d'Ivoire. Mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte tout de même. Parce que si on suit le raisonnement d'Antoine, supposons qu'il ait raison. Donc c'est que la France a perdu, est en train de perdre son influence en Afrique, ce qui est vrai. Alors, la logique aurait voulu que la France ne descende pas de mandat d'amener. La logique aurait été ça. Soyons quand même pas nécessairement. Ça peut être une mesure de rétorsion que l'État français a choisi d'utiliser. En fait, la question que moi je vous pose, monsieur, il n'y a pas de brouille entre Paris et Brazzaville. Donc lorsqu'on me fait savoir qu'il y a une volonté de faire du chantage, dans quel intérêt aujourd'hui? C'est simplement une forme de néocolonialisme, comme la France a l'habitude de le faire sur les États africains. Ce que je peux constater dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une espèce de série télévisée, d'accord? Ça fait 18 ans. À chaque fois, par période, on sort ce dossier, on agite ce dossier. Donc ça laisse entendre à nous, observateurs de la politique, ça laisse entendre que derrière, en fait, finalement, il y a une espèce de pression
qui est mise, parce qu'en 18 ans quand même, on aurait pu quand même avoir déjà ne serait-ce des condamnations pour le cas du Congo. Non, mais là, il y a un temps judiciaire, que vous ne laissez pas, par exemple, à l'État congolais quand il s'agit de l'histoire de la disparition apparemment de 14 000 milliards, vous avez dit. Oui, c'est ça. Donc, bah voilà. Donc, en France, nous avons le droit de la justice que nous n'avons pas au Congo, ce qui est totalement incongru. Non, il y a eu des mises en examen. Au Congo, il n'y a rien. Il n'y a même pas un petit article. Mais est-ce que vous êtes allé sur le terrain voir si... Ah oui, moi je suis en contact avec la société civile au Congo et je sais, parce que j'ai participé à cette plainte, et je sais qu'il n'y a rien eu, rien. Il y a des enquêtes qui sont en cours, à mon avis. Mise en examen. C'est ça. Il y a un temps de la justice. Je constate, donc il y a une espèce de pression qui est exercée, au-delà même de l'aspect judiciaire de la situation. Vous disiez tout à l'heure que la justice française est indépendante. Oui, ça c'est incontestable. Mais seulement, vous savez très bien que plusieurs politiques dans ce pays, je prends le cas par exemple de Madame Le Pen seulement, qui récemment a fait l'objet de poursuites judiciaires. Elle s'est plainte du fait que la décision n'est pas encore tombée. Non, dans la procédure même, elle s'est plainte du fait qu'il y avait derrière une main politique qui instrumentalisait la justice. Ça, c'est des Français qui le disent. C'est pas nous, des Africains. Non, mais elle a la liberté de le dire, mais c'est pas pour autant on a la liberté de le dire. Oui, mais c'est une opinion. Mais non, mais ça ne fonctionne pas. Non, il faut répondre. Parce que nous disons des choses à partir d'un constat. Dès le départ, j'ai dit une chose, que la justice française n'est pas parfaite. Je l'ai dit. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il faut être juste pour rendre les faits. C'est-à-dire que la justice française n'est pas parfaite, elle est encore à parfaire, mais elle est libre. Elle est libre. Voilà. Oui. Donc, dans notre cas, moi je pense que la justice française fait son travail en décernant mandat d'amener et qu'il n'y a pas un intérêt politique derrière, parce que si la France, qui est en train de perdre l'influence en Afrique, voulait faire de la politique avec la justice, elle n'allait pas décerner mandat d'amener contre la femme du président Denis Sassou Nguesso, puisque la France allait se dire que ça allait être mal pris, et le chef de l'État congolais allait peut-être partir du côté de Moscou, et donc on ne le fait pas. Donc le fait que ça a été fait, ça prouve que la justice française est libre. Mais déjà le fait pour la justice française d'ouvrir une enquête judiciaire contre les chefs d'État en exercice, là encore je le répète, c'est une violation d'une règle sacro-sainte en fait qui existe en droit international, que tous les États doivent respecter. Ah oui, mais là nous sommes en train de parler de Madame Antoinette Denis Sassou. Mais on est là pour ça. Pourquoi vous voulez que... Le vrai problème part d'abord. Il faut qu'on parle d'abord. Il faut conclure. Vous savez très bien. Il ne faut pas noyer le poisson, cher. Du haut de votre expérience en tant qu'avocat pénaliste, vous savez très bien quand vous avez un dossier pénal, la première des choses que vous faites, c'est de regarder la procédure. Pour voir si elle a été respectée. En tout cas, le président n'est pas inquiété. Le président n'est pas inquiété dans cette affaire. Mais il y a une enquête. Mais là, dans ce cas, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Tout à l'heure, Maître a parlé du vice-président de la Guinée équatoriale qui bénéficie de ses immunités, mais qui a été condamné. Non, qui croyait bénéficier d'une immunité. Non, pas qui croyait de par sa fonction, vous avez parlé de l'immunité fonctionnelle. Mais puisque ça n'a pas été le cas, il a été condamné. Donc ça n'a pas été le cas. Vous parlez des immunités fonctionnelles. Vous l'avez bien expliqué. Donc vous voyez, il a été condamné alors même qu'il jouit des immunités fonctionnelles. Donc vous parlez. Donc il y a une violation. Il faut lire le jugement qui a été rendu, Ben. En fait, dans le principe, il ne pouvait même pas faire l'objet de condamnation. Bon, merci beaucoup. Le temps est déjà parti, donc je suis obligé de rendre l'antenne. Merci pour vos analyses. Le sujet est passionnant. Merci, Maître. Merci Antoine. Merci. De la souveraineté pour nos États. Il faudrait... Oui, mais ça c'est très important. La souveraineté explique-t-elle l'indépendance, l'application de la justice? Non, mais oui, quand il y a une réelle justice, qu'elle n'est pas instrumentalisée. Il faut déjà que dans ces pays africains qui prétendent à la souveraineté, qu'il y ait déjà la justice dans leur pays et l'état de droit. Et la souveraineté, c'est une règle. La souveraineté, c'est pas un slogan. Le respect de la souveraineté. Mesdames, messieurs, je vous invite à poursuivre le débat chez vous à la maison.